Marielle de Sarnez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes eurodéputée et directrice de campagne de François Bayrou. François Bayrou qui organise demain à Pau un banquet convivial où vous attendez, je crois, quelques 700 personnes. Le ministre du Budget, Valérie Pécresse, était à votre place hier. Elle vous a posé une question. Madame de Sarnez, ne pensez-vous pas qu'il y a aujourd'hui un fossé infranchissable entre les propositions de la gauche, les positions de la gauche, celle de François Hollande sur les recrutements sans compter dans l'éducation nationale, le retour à la retraite à 60 ans, et les propositions que François Bayrou exprime, et notamment ses propositions courageuses sur la réduction des déficits et de la dette? Réponse. Écoutez, réponse, oui. Est-ce que je me reconnais dans le programme de François Hollande? Non. Nous considérons, et François Bayrou considère à juste titre, que c'est un programme qui est insoutenable, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas être mis en œuvre. C'était son expression, donc on est tout à fait d'accord. En même temps, est-ce que je me reconnais favorablement ou positivement dans le bilan de Nicolas Sarkozy? Non plus. Voilà. Et donc la vérité consiste à dire qu'il va falloir autre chose et que cette candidature de François Bayrou, elle est là pour proposer un changement, mais un vrai changement. Pas juste comme ça changer de couleur politique. Tourner la page, reconstruire une démocratie et puis proposer le redressement du pays et sortir de la crise. Alors Valérie Pécresse vous voit plutôt proche de la droite, même si elle ne le dit pas explicitement. Jean-Luc Mélenchon, en revanche, a fait un communiqué ce matin où il traite François Bayrou de réactionnaire parfumé, en ajoutant que ce programme de François Hollande est Bayrou compatible. Alors, être de droite pour la droite, socialiste pour la gauche, est-ce que c'est pas une ambiguïté qui risque de nuire finalement? Au fond, nous sommes dans une position centrale, ce qui pour le centre, avouez-le, n'est pas mal. À une certaine logique. Voilà, jusque-là, c'est assez cohérent. Plus sérieusement, je pense qu'on va parler dans quelques minutes de la question européenne et de la crise. On voit bien la crise dans laquelle nous sommes. Malheureusement, elle n'est pas derrière nous. Elle est devant nous. Elle est devant nous pour la France. Elle est devant nous pour les Français. Et donc, nous pensons effectivement qu'à circonstances exceptionnelles, il faut des réponses exceptionnelles. Et c'est toute la proposition politique de François Bayrou. Alors, contrairement à 2007, François Bayrou a quand même dit qu'il se prononcerait pour un des finalistes s'il n'était pas au second tour. Quels seront vos critères de choix ? Si vous voulez bien, je sais que cette question, vous allez nous la poser pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Je ne vous demande pas la personne, je vous demande les critères. Permettez-moi simplement de vous répondre que François Bayrou est en campagne. Si vous l'avez bien entendu, sa déclaration de candidature avant-hier, si vous l'avez entendu ou regardé sur les chaînes de télévision récemment, et si on l'écoute pour les semaines et mois qui viennent, il est en campagne pour être au deuxième tour. Il est en campagne pour gagner. C'est lui qui a évoqué volontairement pour gagner l'hypothèse et pour, en second France, tour. créer ce que nous appelons ce choc salutaire, tourner la page sur des pratiques anciennes, notamment tout ce qui était affaires, conflits d'intérêts qui ont fleuri malheureusement dans la démocratie française depuis des années, et rendre le redressement du pays possible. On ne pourra pas redresser le pays bloc contre bloc. Les réformes qui sont à conduire, ce sont des réformes que la droite seule, l'UMP seul, ou le Parti socialiste seul, ne pourront consentir, pas plus l'un que l'autre. Et donc, il faut effectivement une majorité centrale nouvelle. Alors, si vous insistez, pour que je vous réponde, pour satisfaire votre curiosité, sur les critères, nous ferons tout pour être au deuxième tour. Ça, tout. C'est évident. Et donc, je vous réponds une bonne fois pour toutes. Lui, si jamais, mais vous devriez poser la même question peut-être à François Hollande, puis peut-être un jour à Nicolas Sarkozy, en leur demandant s'il n'était pas au deuxième tour, finalement, qu'est-ce qu'il ferait? Là, on serait dans une équité de traitement, ce serait intéressant. Ni l'un ni l'autre. François Bayrou a dit, pour répondre à votre question, que contrairement à 2007, il prendrait position. Voilà. C'est lui qui a ouvert la porte. Non, c'est lui qui a répondu aux questions incessantes des journalistes. Donc on n'en saura pas plus ce soir. Jean-Louis Bordeaux, ce soir justement, réuni à un dîner républicain. Il n'a pas non plus choisi son candidat pour 2012. Lui n'est pas dans la course. Est-ce que vous avez un doute? Écoutez, je pense que franchement, ça ne fait pas tellement de doute et que tout se profile pour que visiblement, il reste au fond avec Nicolas Sarkozy qu'il a soutenu depuis longtemps. Dernière question sur la politique intérieure. Le Sénat a adopté symboliquement hier le droit de vote des étrangers extracommunautaires aux élections locales. Il a bien fait ou il a aidé le Front National? J'ai envie de dire deux choses. J'ai envie de dire que d'abord, je trouve que tout le côté extrêmement politicien de ça, que ça soit à gauche ou que ça soit à l'UMP, au fond, où on voit bien qu'on se saisit de cette question. Il se trouve que l'initiative est venue de la gauche. Oui, mais on voit bien que l'UMP a attaqué, on voit bien que côté UMP et PS, au fond, on se saisit de cette question pour faire, on va dire, de la politique électoraliste, entre guillemets.
je trouve que c'est dommageable. Donc je mets ça de côté. Dans une période normale où on vote la loi, après tout, se poser la question de savoir si, par exemple, un ressortissant bulgare et roumain peut voter aux élections locales dans notre pays en étant en France depuis 6 mois, même s'il n'est pas intégré, même s'il ne parle pas français. Et donc voir que certains de nos concitoyens dans les villes, dans les municipalités, marocains par exemple, qui sont là eux depuis plus de 10 ans, 15 ans ou 20 ans, qui vont leurs enfants à l'école, qui payent leurs impôts, ben je pense qu'ils doivent participer à la vie de la cité et donc participer aux élections municipales. Mais sortons ces questions, au fond, de l'enjeu de politique politicienne électoraliste. On va en venir à l'Europe et à ce qui s'est passé cette nuit. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit l'historien Emmanuel Todd. Ce que je vois en historien, c'est des classes dirigeantes européennes complètement affolées qui n'arrivent plus à gérer l'autodestruction de l'usine à gaz qu'ils ont construite, qu'ils appellent l'euro. On est face à une machine qui se détraque. Il y a un accord, on connaîtra le contenu même au mois de mars prochain. Est-ce qu'il faudra mars, on se rappelle, en mars, on ne sait même plus si l'euro existera. Donc si vous voulez, quand j'entends les commentateurs dire « nous verrons quel sera le contenu de cet accord en mars », ils ne sont même plus dans le temps de l'histoire. Alors c'est noir, hein, avec Emmanuel Todd comme souvent. Est-ce qu'il a raison ? Écoutez, moi je suis très engagée européenne, peut-être différemment de lui, plus que lui, mais en même temps je considère que cet accord rajoute, je crains que cet accord ne rajoute de l'incertitude à l'incertitude. Je pense qu'en période de crise, ce qu'on regarde c'est la stabilité, c'est la cohérence de l'ensemble européen, et au fond, mon intuition et qu'on va plutôt rentrer dans une zone d'incertitude juridico-politico. On fait une Europe comment, qui va fonctionner comment, 2 Europes, 3 Europes, à 27, à 17, à 23, à 25. On fait une Europe intergouvernementale, on nous dit, et donc quel contrôle démocratique, quel rôle pour les institutions européennes. Et puis, ça c'est la forme. Et puis, sur la question du fond, moi, je suis quelqu'un qui pense qu'on a besoin de l'intimité entre la France et l'Allemagne pour faire avancer l'Europe. Mais que cette intimité est fructueuse quand le rapport est équilibré et quand, au fond, l'un comme l'autre font valoir leur thèse. L'Allemagne a fait valoir sa thèse en disant on doit constitutionnaliser le volet sanctions. La France aurait dû défendre davantage la thèse que, oui, on peut éventuellement mettre le volet sanctions, mais qu'à partir de ce moment-là, il faut aussi rappeler que l'Europe doit être solidaire et doit garantir, au fond, les dettes des États et que peut-être la BCE peut être prêteur en dernier recours. Ça n'est pas ce qui a été fait. Donc je trouve qu'on aboutit à un accord un peu déséquilibré, intergouvernemental sans contrôle, et puis absence totale, et je trouve ça très embêtant, en période probablement de récession, absence totale de perspective de convergence économique. Dernier point, un peu surréaliste, on dit la BCE ne peut pas prêter, le FMI va nous prêter. Mais si on se tourne vers le FMI, les Chinois et les Américains disent « nous, on ne veut pas donner de l'argent au FMI pour prêter à la zone euro, on n'a pas confiance ». Donc qu'est-ce que fait le FMI ? Les Européens vont prêter de l'argent au FMI, qui ensuite va prêter de l'argent aux États membres. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Dans ce qui s'est passé hier soir, là, le plus surprenant peut-être, c'est que finalement, il n'y ait pas eu de nouveau traité. Est-ce que c'est vraiment un problème ou est-ce que l'urgence de la crise, comme le dit Todd, nécessite plutôt des... Il va y avoir un nouveau traité, mais qui sera un traité intergouvernemental, voilà, c'est-à-dire un traité sorti des institutions européennes et en même temps que nous avons un traité de Lisbonne qui est un traité de l'Union européenne. C'est pour ça que je dis de l'incertitude à l'incertitude. Et donc faire coexister tous ces systèmes-là. Écoutez, moi j'aurais préféré 2 choses, et je le dis depuis 2 ans, j'aurais préféré 2 choses. 1, que l'Europe politique existe, que la convergence économique soit en pratique, que cette Europe soit stable et qu'elle garantisse les États membres. Mais qu'en échange de cette garantie, les États membres fassent le travail chez eux. Parce qu'au fond, on n'a pas besoin de l'Europe pour savoir qu'il faut revenir à l'équilibre de nos finances publiques. Oui. Et donc, nous n'avons avancé ni du point de vue national, ni du point de vue européen. Nicolas Sarkozy a finalement décidé que la règle d'or ne serait pas imposée avant la présidentielle. Il a eu raison ? Écoutez, François Bayrou en avait fait un des thèmes centraux de sa campagne il y a maintenant 5 ans. J'aurais beaucoup apprécié que Nicolas Sarkozy s'en saisisse dès son élection et se saisisse de la question de la dette, des déficits et de la règle d'or dès son élection. Il a au contraire, à l'époque, considéré que c'était au fond assez secondaire puisqu'il a mis lui-même fin au pacte de stabilité. Donc je crois qu'on a perdu 5 ans. Mais moi, je veux vous dire une chose, c'est que, quelle que soit la position qui est la nôtre, s'il y avait eu convocation du Congrès sur la règle d'or, François Bayrou aurait voté cette règle d'or, par cohérence. Et là, on peut se permettre d'attendre ? Mais ça fait 5 ans qu'on attend.
10 ans qu'on attend, 15 ans qu'on attend. Donc, et donc, pas évidemment, ça n'est plus. pas très sain d'attendre. Mais faire ça à la veille des élections, c'était pas non plus forcément tout à fait approprié, on va dire. Dernière question. L'Angleterre a pris une position très rigide. Vous voyez évoluer ça comment? Un éloignement progressif? Moi, je suis très inquiète, parce qu'au fond, on a mis fin à l'Union européenne à 27, comme ça, d'un trait de plume cette nuit, sans au fond avoir averti les opinions publiques. Non, mais ce sont les deux. Sans nous avoir dit, voilà, on va faire ça, pourquoi, pour quelles raisons. Et je ne suis pas du tout sûre que ça va être cet accord-là de nature à stabiliser les marchés et que tout ça va s'arranger. Je crains même que ça ne soit pas forcément le cas. Et donc ça voudra dire qu'on aura mis comme ça un peu en péril un équilibre, on va dire, institutionnel, communautaire, d'inspiration communautaire de l'Union européenne pour une réponse qui n'est pas forcément la meilleure. Quant à la Grande-Bretagne, je suis contre le fait de désigner des boucs émissaires parce que c'est trop facile. La vérité, c'est que nos problèmes, ce sont nos affaires. Mais c'est très compliqué de profiter par exemple du marché intérieur européen et puis de ne pas être dans la régulation ou la solidarité européenne. Bien. Marielle de Sarnez, merci. Au revoir. Et à lundi pour un nouveau talk Orange Le Figaro, où nous recevrons Yves Gégaud, qui est le vice-président du Parti radical.